Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Catherine Laure et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Études sur le recours à l'accouchement assisté chez les femmes nomades au Mali, le rôle des TIC. C'est organisé par l'Axe TIC et Santé en collaboration avec l'Axe Santé mondiale du réseau de recherche en santé des populations du Québec, mieux connu sous le nom du RRSPQ. Avant de débuter, je vous informe que la séance est enregistrée et sera par la suite disponible sur la chaîne YouTube de TIC et Santé. Tout au long de la présentation, nous prendrons vos questions. Je vous invite à écrire vos questions dans le module questions et réponses en principe cyber. Nous aurons une période d'échange, par contre, à la fin de ce webinaire. On a essayé de laisser la place beaucoup à vos questions pour susciter une discussion, puisque vous semblez déjà très, très intéressés par le sujet et j'en suis ravie, puisqu'on a deux invités très intéressants aujourd'hui. Pour toute autre question, notamment technique, vous pouvez écrire dans le module Converser et Virginie, coordonnatrice de l'Axe TIC et Santé, se fera un plaisir de vous répondre. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation de ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférenciers aujourd'hui. Nous avons Marie-Pierre Gagnon, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en technologie et pratique en santé et elle est responsable de l'Axe TIC et Santé du RRSPQ. Bonjour Marie-Pierre. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Ali Ahmed, qui est médecin et aussi chercheur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, on dit d'Anvers, en Belgique, chercheur associé à la faculté de médecine et, j'aurais dû me pratiquer, d'ontostomatologie de Bamako, désolé, au Mali. Donc, aujourd'hui, on parle d'accouchement assisté, on parle de santé mondiale. J'ai pensé vous mettre un petit peu en contexte avec mon regard du fait que je ne suis pas chercheur en santé mondiale. Donc, ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai lu et regardé les présentations d'aujourd'hui, c'est qu'on va traiter des populations nomades. Donc, pour moi, une population nomade, c'est quelque chose qui est, en fait, dans ma tête, mon a priori, c'est il y en a peu sur la planète. Première surprise, il serait plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Donc, c'est énormément d'humains quand on y pense. C'est environ plus d'une 10 fois la population du Québec. Et c'est sûrement un chiffre qui est sous-estimé puisqu'ils sont très, très difficiles à recenser. On en parlera sûrement plus tard. Donc, énormément d'individus, énormément de femmes, d'enfants qui vivent sous la tente, puisque une des caractéristiques du nomadisme, c'est de dire qu'on se promène comme un escargot avec notre maison sur le dos. Donc, évidemment, je me mets à penser à moi quand je suis en mode nomade et qu'est-ce que je fais quand je suis en mode nomade? Bien, habituellement, je me déconnecte de tout ce qui est éthique et je veux reconnecter avec la nature. Donc, j'ai un a priori aussi en lien avec ceci et je me dis, bien, en fait, on parle de éthique et santé dans des populations nomades. Je suis un peu perdue. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que, évidemment, la couverture numérique, maintenant, elle est excellente et on ne fait que l'améliorer. Et évidemment, ces populations-là ont des téléphones portables et tout ça. Donc, oui, je le savais, là, je vous rassure, je ne suis pas si peu informée que ça, mais quand même, on peut se le rappeler que ce n'est pas parce qu'on est nomade ou qu'on vit dans des pays plus ou moins favorisés qu'au Canada ou développés, comme on tendait à le dire avant, qu'on n'est pas pour autant moins connecté, ou du moins qu'on n'a pas envie d'être connecté et que souvent les barrières au fait d'être numérique, d'avoir une vie numérique, ne sont pas en lien avec le consommateur en tant que tel, mais en lien avec des barrières géographiques, socio-économiques et compagnie. Donc, si on parle d'accouchement assisté aujourd'hui, on parle de nomadisme, on parle d'inégalité sociale jusqu'à un certain point. Ces gens-là vivent évidemment entourés de peuples sédentaires et ça crée beaucoup de difficultés pour eux d'avoir accès à des soins de santé. On en parlera, vous les connaissez sûrement mieux que moi de toute façon puisque vous êtes avec nous aujourd'hui.
Vous savez sûrement que les femmes sont doublement affectées, souvent en raison des soins en lien avec leur maternité, tels que l'accouchement. On sait que la mort maternelle, la mortalité maternelle est l'indicateur le plus utilisé à l'échelle mondiale afin d'évaluer l'accessibilité des soins périnataux et l'état de santé des mères. Juste rappeler, au Québec, la mortalité maternelle est extrêmement rare et surtout, pour moi, ce qui touche mon cœur, c'est que c'est des mortalités, qu'elles soient infantiles ou maternelles, qui sont souvent évitables et qu'il y a plusieurs interventions qui peuvent être mises en place ou favorisées par des stratégies, par des politiques et par des ressources attribuées pour diminuer ces mortalités évitables. Donc, en guise de rappel, au Québec, la mortalité maternelle, toutes causes confondues, on parle d'un taux de 6 à 8 6 à 8 pardon, par 100 000 naissances, 6 à 8 décès par 100 000 naissances. Donc, je me corrige. Donc, voilà, c'était mon petit préambule pour nous remettre un peu en contexte sur le nomadisme, le nomade connecté de nos jours et la situation peu favorable des gens qui n'ont pas accès aux soins de santé, des femmes qui n'ont pas accès aux soins de santé dans des périodes charnières de leur vie. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vais céder la place à nos deux conférenciers. Je vous rappelle qu'il y a deux parties. La première partie sera animée par Marie-Pierre et elle nous présentera les éléments principaux du nouveau cadre de l'OMS sur l'intégration du numérique dans le système de santé. Dans un deuxième temps, Mohamed Ali Ag Ahmed va vous exposer les 4 volets de l'intervention présentée au cours de sa recherche. Donc, c'est lui qui a mené les entrevues. Donc, nous avons l'expert de ses résultats et de ses recommandations. Donc, les 4 volets sont l'extension via une solution technologique du réseau téléphonique aux zones nomades non couvertes. Deuxièmement, l'adaptation de la plateforme MAMA pour échanger de l'information entre accoucheuses traditionnelles nomades et personnel sanitaire. 3. L'implantation de maisons d'attente au sein de centres de santé adaptés, s'inspirant de tentes traditionnelles nomades pour les femmes en fin de grossesse. Et 4. Un fonds de solidarité pour soutenir les coûts. C'est avec plaisir que je cède donc la parole à Marie-Pierre Gagnon pour nous présenter la stratégie de l'OMS qui, je le rappelle, définit la santé numérique comme le domaine de connaissances et des pratiques associées au développement et à l'utilisation des technologies numériques pour améliorer la santé. Ceci englobe entre autres le concept de cybersanté et les nouvelles utilisations telles que les objets connectés et compagnie, mais aussi les consommateurs numériques qui seront au cœur de l'exposé de Dr. Ag Ahmed. Donc, à vous la parole, Madame Gagnon. Bien, merci beaucoup, Catherine, pour cette excellente introduction et mise en contexte. Donc, bonjour tout le monde. Je suis contente, je vois plein de noms que je connais dans la liste de participants. Alors, bonjour, collègues de longue date et toute personne intéressée, en fait, par ce sujet qui est très important et qui vise à faire le lien entre deux de mes grands intérêts qui sont la santé numérique et aussi la santé mondiale, et également de mettre de l'avant des travaux qui ont été réalisés par nos doctorants. Ici, c'est Dr Mohamed Ali Ahmed qui va nous présenter un cas très concret d'utilisation des technologies numériques en santé en contexte de développement. Mais tout d'abord, l'objectif du webinaire était aussi de vous mettre en contexte. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le domaine des technologies numériques depuis plusieurs années. Ce n'est pas tout le monde qui connaît non plus ce que fait le regroupement stratégique TIC Santé au sein du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Donc, peut-être pour vous donner un petit survol, j'ai pensé vous partager un document très récent qui est un cadre de l'OMS. Donc, quand on travaille en santé publique, santé communautaire, ces grands documents, ces grandes orientations-là vont en quelque sorte teinter nos façons de travailler, nos façons de faire de la recherche.
Donc, c'est important aujourd'hui de prendre cette occasion de mettre la table un peu en vous présentant cette stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2025. Donc, vous avez le lien, vous pouvez avoir accès à la stratégie dans sa forme, sa version française. Donc, l'idée était vraiment de réfléchir de regarder les grandes composantes et de réfléchir sur qu'est-ce que ça peut impliquer comme pratique pour les intervenants, les chercheurs dans le domaine du numérique en santé et de la santé mondiale également. Alors, pour une petite mise en contexte, le numérique en santé n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait au moins 2 décennies que c'est présent. Et depuis très tôt, l'OMS s'est intéressée, donc l'Organisation mondiale de la santé a vu le potentiel des technologies qu'on appelait à l'époque les technologies d'information et communication, les TIC. Donc, le potentiel pour soutenir le développement. Et il y a eu plusieurs documents au fil des ans, depuis les débuts des années 2000. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une évolution des thèmes. Donc, je vous ai mentionné TIC. Notre regroupement s'appelle TIC et santé. Donc, on est resté au début des années 2000, mais ça va, on est rétro là maintenant. On va peut-être se moderniser, on verra. Ensuite, on a évolué vers le terme cybersanté, qui était un peu la traduction de e-health. Electronic Health, qui était beaucoup utilisé dans la littérature, je dirais vers les années 2010. Et là, vers les années 2020, c'est la santé numérique ou le digital health qui a pris le dessus sur ces terminologies. Alors, la définition là, que nous propose l'OMS de la santé numérique, c'est le domaine des connaissances et de pratiques qui est associé au développement et l'utilisation des technologies numériques pour améliorer la santé. Donc, en complément de ce qui était traditionnellement considéré comme étant la cybersanté qui regroupait l'ensemble des technologies de l'information et des communications pour échanger des données, recevoir des soins et des services en santé. Donc, qui était beaucoup basé sur les ordinateurs, Internet. Maintenant, le terme santé digitale va inclure d'autres technologies qui ont émergé au cours des dernières années, que ce soit l'intelligence artificielle, le big data, donc les mégadonnées, et la robotique, qui avant étaient considérés comme des champs un peu à part. Mais maintenant, la santé numérique comprend ces applications. Et aussi tous les objets connectés, aussi, que j'ai oublié de mentionner. Cette stratégie offre une vision qui est celle d'améliorer la santé de chacun partout en accélérant l'élaboration et l'adoption des solutions de santé numérique appropriées, accessibles, abordables, adaptables et durables, centrées sur la personne. Et j'ai mis en italique, lorsqu'on lit le document, en vue de prévenir et de détecter les épidémies, les pandémies et d'y faire face. Donc, il y avait vraiment aussi un momentum lors de la sortie là, de cette stratégie, de faire le lien avec la pandémie de COVID-19 et de présenter les technologies comme étant une solution aussi pour contrôler d'éventuelles crises sanitaires, notamment les pandémies. Alors, c'est un peu cette vision-là qui pouvait paraître surprenante là, par rapport au reste du document que je voulais souligner. On voit aussi dans cette stratégie que le but est de renforcer les systèmes de santé. Donc, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les systèmes de santé nationaux, donc des États membres, par l'application de technologies numériques pour les consommateurs. Donc, le premier groupe qui est visé, c'est là aussi que c'est une nouveauté, c'est qu'on pense aux consommateurs, donc aux personnes, citoyens, citoyennes, patients, patientes, qui sont directement visés comme utilisateurs de la santé numérique. Ensuite, les professionnels de la santé, les prestataires de soins et l'industrie. Donc, l'industrie aussi est un acteur qui a une place quand même importante dans cette stratégie qui, je dirais, auparavant existait. L'industrie a toujours été partenaire, a toujours été dans le décor, mais avec cette stratégie de l'OMS, le rôle de l'industrie est reconnu, mis de l'avant, mentionné à plusieurs reprises. Afin de parvenir à l'autonomisation
des patients et à concrétiser la vision de santé pour tous. Donc, encore là, beaucoup axé sur l'utilisation par les individus. Il y a des principes directeurs qui sont proposés. Donc, tout d'abord, l'engagement formel des pays. Puis je pense que c'est là aussi qu'il va être important de faire le lien avec le projet terrain là, que Mohamed vous présentera, de voir dans quelle mesure les États peuvent être capables de supporter le développement des technologies numériques en santé. Donc, dans des cas assez extrêmes, là, comme la situation des populations nomades, mais dans des cas aussi, je dirais, pas si extrêmes, et même pour les pays qui sont considérés comme développés, que c'est pas toujours le cas. Donc, l'importance d'avoir une stratégie intégrée et cette stratégie offrant justement le cadre, pour amorcer ces travaux. Et la stratégie aussi promeut un usage approprié des technologies. Donc un usage qui va respecter, la confidentialité, l'intégrité, qui va promouvoir aussi, l'égalité, des genres, qui va éviter le gaspillage. Donc, on voit tous les grands principes aussi qui vont s'inscrire en accord avec les objectifs du développement durable. Donc, chaque objectif là, qui est soutenu avec des technologies appropriées et qui va faire une place prépondérante à l'importance de rendre les technologies numériques accessibles aux pays qui sont moins avancés. Donc, de mettre en œuvre, de soutenir financièrement ces infrastructures qui permettent la santé numérique. Le cadre propose une série aussi de 4 objectifs stratégiques qui vont permettre là, d'encadrer, si on veut, les actions. Donc, la première stratégie de favoriser une collaboration mondiale et que l'OMS soit en quelque sorte puisse faire un rôle de catalyseur dans cette collaboration-là qui va favoriser le transfert de connaissances et également, de soutenir les stratégies nationales parce qu'on reconnaît que le rôle des États est central. Donc l'idée, c'est d'appuyer les pays qui, eux, auront à développer leur stratégie, déployer leur, stratégie de santé digitale numérique, pardon. Renforcer aussi la gouvernance de la santé numérique à tous les niveaux et plaider en faveur de systèmes de santé numérique centrés sur la personne et au sein, desquels là, les technologies numériques ont un rôle de catalyseur. Donc, si vous avez en main le document, qu'est-ce qui est assez, intéressant avec cette stratégie, c'est qu'on est vraiment dans l'opérationnel. On vous propose des objectifs avec, des options de mise en œuvre concrètes, des actions qui peuvent être posées, des façons aussi de faire un suivi, évaluation de chacun des objectifs. Donc on va dans assez quand même détaillé, pour aussi arriver à certaines cibles là qui, si tout se passe comme prévu selon le plan de mise en œuvre, vont amener des effets, heu, bénéfiques, donc une amélioration de la santé pour tous. Donc c'est un peu ben, comme beaucoup de documents de l'OMS, on est dans le très utopique, mais néanmoins, c'est un cadre qui est intéressant, qui va rappeler, je dirais qu'il fait une synthèse des enjeux actuels, donc notamment les fameuses conditions de succès de la santé numérique qui sont très bien résumées. D'abord que la santé numérique, va être possible si l'accès est facile, l'accès est possible, peu importe, la personne, son lieu géographique, sa culture, ses moyens. Donc d'avoir un accès universel aux technologies de la santé est un peu un gage pour améliorer l'équité. Ce sont les prémices de ce document-là que favoriser l'accès à la santé numérique favoriserait l'accès à la santé, aussi de façon universelle. Que la santé numérique peut aussi contribuer à améliorer les soins, les services. La viabilité des systèmes de santé peut permettre de réduire les gaspillages, donc on mise beaucoup là-dessus. L'importance de soutenir la santé, mais à toutes les étapes, que ce soit en promotion, prévention, prise en charge, réadaptation jusqu'aux soins palliatifs. Donc là également, l'OMS fait preuve élargit vraiment le champ de la santé numérique aux différentes sphères d'action en santé et aussi l'importance de garantir la confidentialité des informations
et la protection des données personnelles. C'est quand même un élément qui revient à plusieurs reprises. Et bien entendu, un plaidoyer pour une plus grande interopérabilité entre les systèmes. Donc, brièvement, je voulais offrir quelques commentaires. J'en ai mentionné quelques-uns au fil de ma présentation très succincte de ce document que je vous invite à aller lire en détail. Je commencerai par les points positifs. Donc, c'est un document très important pour les gens, pour les je prends la parole, disons, pour toute la communauté de recherche et d'action en santé numérique, parce qu'il offre une compréhension commune des enjeux contemporains. Donc, il y a eu un travail de fond, réalisé par des groupes, de consultation, internationaux qui représentaient plusieurs acteurs et ça offre vraiment une bonne compréhension de ces enjeux au niveau mondial. Il propose aussi un cadre d'action concret avec des objectifs, des cibles. Donc, c'est beaucoup plus facile ensuite pour orienter la mise en œuvre. On prévoit une évaluation de l'efficacité de cette stratégie qui est prévue. On reconnaît aussi le rôle central de chaque pays. Donc, en quelque sorte, l'importance que les pays, que ce soit des initiatives locales et ensuite de ça qui soient soutenues au niveau international. Mais si les mesures à cet égard-là, les plans de gouvernance sont très vagues. Aussi, un point, je dirais, faible et qu'on parle beaucoup d'interopérabilité, que tous les systèmes devraient viser là, d'être interopérables. Par contre, on mentionne le caractère volontaire des pays pour suivre les normes, parce qu'il existe plusieurs normes internationales qui permettraient cette interopérabilité-là, mais il n'y a pas d'obligation des membres de suivre ces normes. Et aussi, un peu, bon, brièvement, c'est une des petites contradictions ou des ambiguïtés qu'on retrouve, là, je l'ai souligné tout à l'heure. Il y a une grande emphase qui est mise sur l'autonomisation, sur un système centré sur la personne. On rappelle, par exemple, que les données de santé appartiennent à la personne, que la personne est garante de ces données, responsable de ces données. Et on revient avec la question aussi du contrôle des épidémies comme finalité. Donc, il y a peut-être des questionnements à avoir par rapport aux finalités de ce document-là. Donc, en conclusion, avant de passer au concret, aux choses concrètes, je vous laisse avec peut-être ces quelques questions si vous désirez poursuivre les réflexions. Moi, de mon côté, je vais le faire, mais il demeure plusieurs questions, notamment quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles s'appuient les options de l'OMS? Comment on va assurer l'adhésion des pays membres à ces principes directeurs? Comment concrètement, sur le terrain, on va pouvoir voir des effets de cette stratégie mondiale et aussi qui va être responsable de mesurer là, l'efficacité comme on nous présente l'évaluation comme un élément important. Alors, merci pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou on pourra en discuter après la présentation de Mohamed. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre. Docteur Agagmed, ça serait le temps de vous joindre à nous. C'était super intéressant. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre qu'il n'y avait pas juste moi qui les trouvait un petit peu optimistes parfois, l'OMS, et qu'effectivement, on inscrit souvent ça dans les rapports, on va mesurer, mais finalement, quand vient le temps d'opérationnaliser, quand on se pose la question, il reste toujours un petit flou artistique. Donc, il est là aussi, si j'ai bien compris, dans ce rapport, dans cette stratégie. Il manque votre micro, M. Agagmed, pour que je puisse vous dire bonjour. Alors, merci beaucoup. On va passer avec la présentation de M. Agagmed qui porte sur son étude sur le recours à l'accouchement assisté par les femmes nomades au Mali, le rôle d'éthique. À vous la parole. Merci beaucoup, Catherine. C'est aussi un plaisir de faire ces webinaires avec ma co-directrice Marie-Pierre qui m'a encadré lors du doctorat. Donc, de se retrouver encore après des années d'études doctorales sur des plateaux comme ça, c'est aussi un grand plaisir pour moi et merci au réseau d'avoir organisé ça. Alors, donc,
Alors, ma thèse a porté sur les déterminants du recours à l'accouchement assisté par les femmes nomades au Mali. Mais l'aspect que je vais présenter ici porte spécifiquement sur le rôle des technologies de l'information et de la communication dans ce recours à l'accouchement assisté. Alors, le plan classique, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le Mali, c'est environ, c'est quand même un des pays les plus larges en Afrique, 1 240 000 km², assez désertique, vous le voyez en jaune sur la carte, et qui compte une dizaine de régions, mais qui est passé à plus maintenant parce qu'il y a encore, ils sont en train encore de créer encore de nouvelles régions. Actuellement, on est à environ 20 millions de personnes et on a quand même pour chaque femme environ 6 enfants, 6-7 enfants. C'est un pays essentiellement rural. Environ 2 tiers de la population vit en milieu rural. Et pour ce qui concerne les nomades, c'est environ 9% de la population, bien que, comme on le verra plus tard, il est un peu difficile de donner combien valent ces nomades en raison des difficultés qu'il y a pour les recenser, mais aussi pour d'autres raisons politiques, etc. C'est un pays assez pauvre. Il est classé 176e sur 187 pays. Et le système de santé est organisé en 3 niveaux, donc un niveau national, régional. Pour notre cas, on s'intéresse beaucoup plus au niveau opérationnel parce que c'est un niveau qui garantit un peu le recours à l'accouchement assisté. Et c'est identifié comme étant, comme l'a dit Catherine très au début, une priorité parce que quand même c'est un des indicateurs qui est assez suivi et qui est assez indicatif pour les pays. Et encore pour les nomades, ce recours à l'accouchement assisté, comme nous le verrons, est très, très, très faible par rapport à la population générale. Alors, un petit mot sur les nomades. On parle ici des pasteurs nomades, hein, donc, qui représentent environ 50 à 100 millions de personnes dans le monde. Et on a 60% de ces pasteurs nomades qui vivent en Afrique, à cheval entre plusieurs pays. Donc, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, on retrouve ces populations nomades. Alors, quand on regarde qui est nomade, on peut identifier les pêcheurs, par exemple les chasseurs, les collectionneurs, ou encore les pasteurs nomades. Donc, nous, on s'intéresse spécifiquement aux pasteurs nomades, c'est-à-dire qui ont été définis comme toute personne qui vit sous une tente, qui s'occupe du bétail, c'est-à-dire des animaux, et qui fait la transhumance. Donc, cette mobilité est importante dans cette définition. Ce sont des personnes qui vivent vraiment dans des conditions très, très difficiles. En général, au Mali, dans le nord du Mali, vous voyez un peu les paysages à gauche et vous voyez le type d'habitat souvent qui est utilisé par ces populations. Parce que tout simplement, c'est facile, c'est relativement facile de se déplacer. Il suffit de les défaire et puis de bouger. Ça facilite un peu la mobilité. Et parfois, les températures, on parle quand même de 45 à 48 degrés. C'est très, très loin des températures québécoises, surtout par les moments qu'il fait actuellement. Et leur mobilité est régulée par plusieurs facteurs. Ils se déplacent selon la disponibilité des ressources, c'est-à-dire des pâturages et de l'eau pour eux et leurs animaux. Parfois aussi, il y a des droits d'accès et d'usage de ces ressources qui sont très, très compliqués pour eux parce que, bon, souvent, pour l'eau, par exemple, ils sont obligés d'avoir accès à des rivières. Et souvent, ces rivières sont utilisées par des cultivateurs pour faire l'agriculture. Et ça pose souvent des problèmes entre les nomades et les sédentaires. Il y a aussi la sécurité qui régule un peu leurs déplacements, surtout par les temps qu'il fait actuellement au Sahel. Ces populations, quand même, ont beaucoup de difficultés pour pouvoir se déplacer dans certaines zones par rapport à d'autres. Et puis, il y a les sécheresses
qui sont cycliques et qui jouent. Et quand il y a ces sécheresses, souvent, ils sont amenés à se fixer parce qu'ils peuvent perdre complètement toute leur économie qui est constituée par les bétails. Alors, au Mali, bon, de façon générale, en Afrique, on a quand même une très forte mortalité maternelle. Pourquoi on s'intéresse en fait à la problématique? Parce que c'est vraiment un problème de santé publique en Afrique subsaharienne de façon générale, où on constate qu'on passe du simple au double quand on regarde la mortalité dans le monde par rapport à la mortalité en Afrique subsaharienne. Et cette mortalité maternelle entraîne automatiquement des problèmes aussi avec les nouveau-nés. Elle est très liée à la mortalité néonatale. Et finalement, quand on sait le rôle que joue la femme dans la société africaine, finalement, ça constitue un lourd fardeau socio-économique pour la famille et aussi pour la société en Afrique. Au Mali, la situation est encore aussi difficile, où on parle de 368 décès quand même maternels pour 100 000 nouvelles naissances vivantes. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'importantes disparités entre les populations, selon qu'ils soient riches ou pauvres, mais aussi selon les lieux où ils habitent. Et pour les nomades, on n'a pas de chiffres sur la mortalité. On a retrouvé un seul chiffre de décès maternels, c'est au Kenya, chez les nomades Gabra au Kenya, et on parle de 599 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc, si on regarde par rapport au Mali, par exemple, c'est bien pratiquement le double de la mortalité au Kenya par rapport à la population générale au Mali. Chez les nomades au Kenya par rapport à la population générale au Mali. Alors, les causes de cette mortalité maternelle, elles sont très, très multiples, mais toute la littérature, toutes les recherches concourent pour dire que dans 80% des cas, elles sont liées à des complications obstétricales. Et malheureusement, s'il y a beaucoup d'accouchements qui se passent de façon naturelle sans problème, dans ces cas, on a quand même 40% de toutes les femmes enceintes qui se retrouvent avec ces complications obstétricales. Et malheureusement, ces complications obstétricales, quelles que soient les consultations prénatales que vous allez faire, elles sont quasiment inévitables parce qu'on sait que c'est pendant l'accouchement qu'elles apparaissent. Et souvent des femmes où il n'y a pas du tout, c'est-à-dire où on ne prévoit pas du tout qu'elles apparaissent, peuvent se retrouver avec des complications obstétricales et donc peuvent en mourir. Pour éviter cette mortalité maternelle, la seule façon qui a été démontrée dans la littérature, c'est de permettre un accès à l'accouchement par du personnel qualifié pour ces personnes, pour ces femmes. Donc, toutes les preuves scientifiques concourent à cela. Mais cet accouchement est très, très limité, notamment en Afrique subsaharienne. C'est environ seulement la moitié des femmes qui ont recours à l'accouchement assisté, alors que dans le monde, environ 66% des femmes qui ont recours à cet accouchement assisté. Et au Mali, on voit que c'est environ 58% au niveau national. Et en 2013, par exemple, dans les régions où vivent les nomades, on passe de 58% à 4% dans les régions où vivent les nomades. Même si ce n'est pas un chiffre qui cible exactement les nomades, ça veut dire quand même qu'il y a une disparité importante entre les niveaux, entre la population générale et dans ces régions-là. Il faut dire que quand même, c'est des chiffres de 2013 qui sont aussi consécutifs à un problème sécuritaire qui a fait que, on s'est retrouvé finalement sans services de santé, mais même les services de santé qui sont là sont pratiquement inaccessibles pour les nomades. Et les raisons pour lesquelles ces nomades n'ont pas accès à ces services, c'est en raison des barrières socio-culturelles, économiques, géographiques ou organisationnelles. C'est-à-dire qui sont liées même à la façon dont les services de santé sont organisés pour eux. Et il y a très peu de stratégies qui sont utilisées pour prendre en compte ces barrières pour faciliter le recours à l'accouchement assisté chez les nomades. Et donc, d'où l'intérêt d'essayer d'innover un peu pour trouver de nouvelles approches pour pouvoir atteindre ces populations.
On a fait une petite revue de littérature sur les stratégies qui facilitent le recours à l'accouchement assisté. De façon générale, en milieu rural, on a essayé d'abord en milieu nomade, on a trouvé très peu de choses, mais on a élargi en milieu rural d'Afrique subsaharienne et on a identifié 5 groupes de stratégies. Nous avons les extensions communautaires, c'est-à-dire que l'utilisation des accoucheuses traditionnelles et puis des agents de santé communautaires, avec un rôle pour faciliter les recours, mais qui est très, très important parce qu'ils ils font les liens entre les services de santé et les populations. Il y a les équipes mobiles qui sont aussi utilisées, mais ça marche aussi très, très peu pour les femmes nomades, par exemple. Ça peut marcher pour prendre en charge des cas ou encore faire de la promotion de la santé ou un peu de la prévention. Mais pour les femmes, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont accoucher, c'est très difficile qu'une équipe mobile puisse venir coïncider avec un accouchement. Et dans la littérature, il a été démontré aussi que qu'elles sont très, très coûteuses, ces équipes mobiles, et leur efficacité est vraiment très, très discutable. Nous avons les maisons d'attente qui ont montré des résultats très, très encourageants lorsqu'elles sont utilisées. Puis, nous avons d'autres stratégies qui facilitent le transport des parturientes vers les centres de santé. Là, on a plusieurs expériences en Afrique subsaharienne et ça semble vraiment être une stratégie à privilégier dans ces cas. Et en dernier lieu, on a la téléphonie mobile. Donc, c'est un peu qui fera un peu l'objet de notre présentation, qui est aussi identifié comme quelque chose de très, très pertinent pour faciliter le recours à l'accouchement assisté. Alors, quand nous, on a vu ça, donc on a fait une petite revue de littérature, aussi une deuxième revue de littérature où on a regardé un peu les facteurs de succès de l'utilisation de cette téléphonie mobile par rapport aux soins maternels en Afrique subsaharienne. Donc, un article que nous avons publié. Alors, juste pour revenir pour l'objectif de ma thèse, donc c'est vraiment de comprendre les déterminants du recours et du non-recours à l'accouchement assisté, et qui se décline en 3 objectifs spécifiques. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est d'explorer, dans cette présentation en tout cas, c'est d'explorer les stratégies qui sont utilisées par les nomades de façon endogène pour faciliter le recours à l'accouchement assisté. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, c'était une recherche qualitative et nous avons été sur le site de Gossi, donc qui est majoritairement nomade. C'est une commune qui est à peu près à environ 1000 km de Bamako. Et nous avons interrogé 26 femmes nomades au sein de 35 campements nomades. Donc, nous sommes restés à peu près 3 mois au sein de ces campements pour vraiment vivre avec eux et puis regarder un peu comment ça se passe par rapport au recoupement à l'accouchement assisté. Donc, nous avons eu des entrevues, nous avons aussi fait de l'observation non participante et puis tenu un journal de bord. Donc, à l'issue de cette recherche, ce que je vais présenter ici, donc, on a identifié donc, les différents déterminants du recours à l'accouchement assisté et à partir de là, on a essayé de designer une intervention qu'on propose donc avec 4 composantes qui sont assez complémentaires. La première composante, c'est l'extension via une solution technologique du réseau téléphonique aux zones nomades qui ne sont pas couvertes. On va revenir sur chaque composante. La deuxième, c'est d'adapter une plateforme qui existe déjà, la Mobile Alliance of Maternal Action, pour échanger des informations entre des accoucheuses traditionnelles nomades et le personnel de santé. La troisième composante, c'est l'implantation des maisons d'attente qui sont adaptées, qui s'inspirent un peu du style des tentes traditionnelles nomades pour les femmes en fin de grossesse et à proximité des services de santé. Et la quatrième composante, c'est un fonds de solidarité pour soutenir les coûts qui sont en lien avec l'accouchement assisté. Pourquoi on a proposé la première composante, donc l'extension via une solution technologique? C'est qu'on s'est rendu compte au cours de notre déplacement sur place que dans tous les campements nomades, on a retrouvé au moins un téléphone.
C'est-à-dire que même si les gens n'ont pas un réseau, parce que le réseau était seulement disponible à environ 10-15 km, les gens avaient quand même leur téléphone portable qu'ils gardaient et en cas de besoin, ils se déplaçaient soit en moto, soit à dos de chameau, ou bien ils marchaient parce qu'ils ont identifié des élévations où ils sont capables de capter le réseau téléphonique. Finalement, même la mobilité de nomades, l'accès au réseau commence à être un déterminant important de là où ils doivent aller. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours de se positionner dans des endroits où ils sont capables d'atteindre le réseau téléphonique à 5 km ou bien quelque chose comme ça sur des élévations, sur des montagnes de dunes. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce téléphone est utilisé par les nomades et aussi par les professionnels de la santé, par les nomades pour s'informer sur les services de santé, par les professionnels aussi pour sensibiliser les nomades à travers soit l'envoi des SMS, des vocaux à travers WhatsApp ou encore directement des appels téléphoniques. Le téléphone est aussi utilisé pour organiser le transport des femmes, surtout en cas d'urgence obstétricale. Donc, ce sont les hommes qui vont aller au réseau pour demander, par exemple, à l'agent de santé de chercher un véhicule et puis de leur envoyer le véhicule pour assurer la référence, l'évacuation de la femme en cas d'urgence. Et la présence du téléphone facilite beaucoup les processus de prise de décision parce qu'ils sont capables de parler aussi avec des professionnels de la santé qui les aident un peu à prendre la décision. Et finalement, il est utilisé aussi par la matrone, par exemple, pour inviter aux consultations prénatales et puis insister auprès des femmes qui viennent chez elle en consultation prénatale. Elle est capable de leur envoyer des messages pour leur dire, bon, à tel moment, vous devriez faire ci, à tel moment, vous devriez faire cela. Et les femmes aussi, pratiquement à l'unanimité, elles ont estimé que pour le moment, compte tenu du fait qu'elles n'ont pas les réseaux, ce sont les hommes qui utilisent les téléphones pour pouvoir assurer les liens avec les services de santé. Et elles ont exprimé vraiment le souhait d'une extension rapide du réseau téléphonique pour qu'elles puissent directement échanger avec les agents de santé. Et avec un ingénieur à l'Université Laval, on a vérifié si technologiquement cette extension est faisable et on a trouvé que c'était effectivement faisable. Il y a des solutions technologiques pour pouvoir booster les réseaux au-delà de ces limites actuelles. Et il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. La deuxième composante, c'est une plateforme qui existe déjà, donc qui est très, très utilisée depuis 2011 et qui fournit déjà des messages aux femmes, aux nouvelles et puis aux futures mères via les téléphones mobiles. Et c'est déjà une plateforme qui a déjà montré ses preuves, qui est utilisée par plusieurs organisations dans plusieurs pays, avec du potentiel de mise à l'échelle. Et le contenu des messages, par contre, à chaque fois doit être adapté et il y a des possibilités d'utiliser cette plateforme pour sensibiliser les femmes nomades sur leur grossesse, les inviter aux consultations prénatales et postnatales ou encore pour les accouchements. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui existe, qui est faisable. Dès qu'en étant le réseau, par rapport aux informations à communiquer, il y a déjà du contenu qui existe qu'il faut juste adapter. L'implantation des maisons d'attente qui sont adaptées, s'inspirant des temps traditionnels nomades pour les femmes en fin de grossesse. Là encore, on s'est rendu compte que déjà, il y a quelques femmes parmi les 26 qu'on a interrogées qui anticipaient en fait pour venir rester à proximité des centres de santé quand elles ont senti leur grossesse arriver. Et quand elle leur a demandé pourquoi elles ont décidé de venir rester, par exemple, les 2 dernières semaines ou les derniers mois de sa grossesse, elles ont dit que c'est à cause des distances qui sont vraiment très, très loin et du fait que même si elles ont des problèmes, elles ne peuvent pas avoir accès à un moyen de transport qui est approprié. Et souvent aussi, au cours des consultations prénatales, il y a la matrone qui les a beaucoup sensibilisées pour qu'elles viennent vraiment accoucher. Donc, la seule solution qu'elles ont trouvée, c'est de venir habiter à côté du centre de santé et d'attendre l'accouchement. Et ce qu'elles ont trouvé de bien, c'est que dès que le travail est déclenché, elles peuvent se rendre à pied au niveau du centre de santé pour pouvoir accoucher.
Et selon les cas, l'accueil de ces femmes s'est fait sous forme de tentes. Il y en a certaines qui ont vraiment déplacé leurs tentes pour venir les mettre à côté du centre de santé et puis attendre avec le reste de la famille. Il y en a d'autres qui sont venus habiter avec des parents dans des familles d'accueil et avec leurs compagnons aussi pour attendre leur accouchement. La quatrième et dernière composante, c'est un fonds de solidarité pour soutenir les coûts. Ce qu'on a constaté, c'est que les nomades ne sont pas, il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment très, très pauvres. Parfois, ils ont même beaucoup de bétail. Mais ce qui se pose souvent, c'est les problèmes de liquidité. C'est-à-dire quand ils ont besoin d'argent, ils ont des vaches, ils ont du bétail, mais ils n'ont pas d'argent. Donc, alors que souvent, il faut de l'argent pour pouvoir faire face à certaines dépenses. Donc, ça joue sur le processus de prise de décision parce que s'ils n'ont pas d'argent, ils sont plutôt tentés de laisser la femme et puis qu'elle accouche seule et s'il y a des problèmes, elle va y passer. Ce qu'on a constaté, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de solidarité entre les nomades. Donc, si on pense à les organiser, probablement pour mettre en place un fonds de solidarité, il y a de fortes chances que ces fonds de solidarité, que les nomades eux-mêmes y participent. Et il y a plusieurs scénarios pour pouvoir constituer ces fonds de solidarité. Là encore, il y a de la littérature qui a démontré que ces fonds peuvent vraiment faire face à beaucoup de coûts, notamment par rapport aux déplacements, pour aussi les médicaments, pour les frais qui sont liés à l'accouchement, etc. Donc, c'est pourquoi on a proposé comme quatrième composante un fonds de solidarité pour soutenir les coûts. Au total, on propose une intervention qui est innovante et la pertinence de l'intervention tient dans le fait qu'il y a quand même un lourd tribut que les femmes et les enfants nomades payent en termes de mortalité. Il y a une nécessité, une grande demande, même des intervenants pour trouver des solutions qui sont adaptées pour ces populations qui n'ont pas accès aux soins et services de santé. Là, on a des composantes qui sont assez complémentaires et il y a une certaine synergie et probablement l'effet potentialisé de ces actions peut aider à réduire la morbimortalité. C'est une intervention, en tout cas, c'est une intervention qu'on pense qui est faisable et le coût n'est pas très, très élevé. Et c'est aussi des interventions qu'on trouve très, très simples parce qu'elles ont déjà montré leurs preuves dans plusieurs contextes en Afrique et ce qui favorisera un peu leur adoption et leur durabilité. Et c'est des interventions qui sont déjà utilisées par les nomades. Donc, ce n'est pas des choses nouvelles qu'on leur apporte, c'est des choses qui sont déjà utilisées par les nomades. Elles ont été déjà utilisées par les professionnels de la santé en Afrique et elles sont prouvées efficaces, donc adaptées au contexte et faisables pour réduire la mortalité maternelle. Et si on regarde les quatre composantes, d'une façon ou d'une autre, elles peuvent aider à réduire les différentes barrières, qu'elles soient socio-culturelles, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient financières. Et elles ciblent à la fois plusieurs facteurs à l'origine des trois retards qui sont identifiés par Tadis et Main, qui ralentissent un peu la prise de décision au niveau de la famille. Une fois que la prise de décision est faite au niveau de la famille, les recours, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les transports pour pouvoir se rendre au poste de santé, mais aussi les retards par rapport à la prise en charge une fois que la femme est au niveau des centres de santé. En conclusion, c'était une recherche très, très laborieuse que j'ai faite dans un contexte vraiment d'insécurité parce qu'il me fallait mettre en place une stratégie sécuritaire pour organiser mes déplacements, très, très difficile. On pense quand même que c'est une contribution aux connaissances actuelles disponibles par rapport au recours à l'accouchement assisté chez les nomades. Il s'agit maintenant d'aller tester, d'aller implémenter la stratégie pour pouvoir la tester et l'améliorer. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une bonne évolution des nomades par rapport aux services de santé, des croyances des nomades par rapport aux services de santé, et on pense que les recherches doivent continuer pour pouvoir apporter de nouvelles connaissances par rapport à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Effectivement, c'était un projet d'envergure
vous terminiez avec les croyances qui étaient positives. C'est souvent une des grandes barrières à défaire avant pour que les interventions fonctionnent et puissent être implantées. Donc, on est déjà dans un terreau fertile, j'aurais envie de dire. Ce que je retiens aussi beaucoup de votre intervention, c'est que l'accès au réseau et aux soins de santé affecte énormément la vie des nomades. Ils doivent se déplacer, ils doivent s'organiser pour être connectés, pour avoir des soins et tout ça. Donc, et que selon vos résultats et ceux de la littérature aussi, il semble y avoir des solutions, beaucoup de solutions et des solutions assez simples, comme vous tentez de le dire. La place maintenant est aux questions. Il nous reste quelques minutes avant de conclure. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions? Vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans la boîte de questions-réponses. On a une main levée. Il s'agit juste d'ouvrir votre micro pour poser votre question, peut-être. OK. Oh, attendez. Merci. Pardon. Okay. Il y avait Madame Abou Bakrine en premier. Allô, merci. Bonjour. Je voulais d'abord féliciter l'équipe des présentateurs. Donc, c'est effectivement une excellente stratégie. Il faudrait toujours essayer et puis c'est par des essais en fonction de ce qu'il y a déjà sur le terrain que nous pourrions apporter des solutions, contribuer à apporter des solutions. Donc, étant donné la limite de temps, moi, j'avais quelques questions sur, par exemple, l'application. Concrètement, l'accessibilité aux femmes nomades. Et puis, si je comprends bien, le terrain était les femmes Touareg plus précisément, parce que rappelons que les nomades pasteurs, ce n'est pas un tout identique. Alors, l'accessibilité à ces applications, je parle linguistique, est-ce que vous aviez pensé à ça ou bien c'est quelque chose qui se fera aussi après ou ça serait des audios, par exemple, dans la langue locale qui pourront être reçus par le professionnel de la santé, par exemple? Donc, ça, c'est ma question, l'accessibilité linguistique et culturelle. L'autre élément, effectivement, et Madame Gagnon l'a souligné, puisque ça entre aussi dans le cadre de la stratégie de l'OMS pour le numérique. Donc, comment est-ce que, puisqu'on parle d'un fonds de solidarité, mais comment pourrions-nous avoir les États, par exemple, pour supporter cette initiative? Parce qu'on sait qu'un fonds de solidarité pourrait permettre le roulement, mais si on envisage la durabilité et puis la prise en charge de certaines urgences obstétricales quand même, ça peut être un défi et ça pourrait surpasser les moyens mis en place qui ne seront pas fixes. Donc, comment avoir les États, comment avoir ça comme étant une façon qui intègre les systèmes de santé, comme la pyramide que M. Ahmad a présentée, que ce soit par partie de CSRF ou des CESCOM au Mali, par exemple, et que ce soit supporté non seulement par le Mali dans son système de santé, mais également par les partenaires du Mali. Donc, ça, c'est mes deux questions. Merci beaucoup et bravo pour ces présentations. Merci. Qui veut se lancer? Catherine, on ne t'entend pas. Qui veut se lancer pour répondre à Madame? OK. Pour la première question, pour prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques, donc l'un des constats qu'on a fait aussi, c'est que quand les professionnels de la santé sont issus des populations nomades, ça facilite beaucoup les choses. En fait, c'est juste un bout d'une recherche qui porte aussi sur d'autres déterminants tels que la qualité des soins. Et quand on regardait la qualité des soins, on s'est rendu compte que lorsque les professionnels de la santé qui sont issus de ces populations, donc ils prennent en compte tous ces aspects culturels, etc., ça facilite beaucoup les liens avec les populations, ce qui fait que
c'est d'office pris en compte. Maintenant, s'il arrive que, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à avoir des professionnels de la santé qui sont issus de ces populations, c'est que dans le design de l'intervention, ce qu'on a prévu, c'est que les professionnels de la santé sont en contact avec des accoucheuses traditionnelles nomades. Donc, ils sont sélectionnés parmi les populations. Donc, ils vont servir de relais entre les professionnels de la santé et les femmes nomades. Donc, et comme ces accoucheuses traditionnelles sont issues de ces nomades, automatiquement, ça prend en compte tous les aspects linguistiques et culturels. Et les messages qui sont proposés par l'application peuvent aussi être traduits dans les langues en audio par les accoucheuses traditionnelles. C'est de les adapter déjà peut-être en français et puis dans un deuxième temps, les traduire en tamashek, par exemple, pour les Touaregs ou en Peul pour les Peuls, pour pouvoir les adapter aux contraintes linguistiques des populations. Pour la deuxième question, les fonds de solidarité, bon, au Mali, il y a déjà, par exemple, un système de référence évacuation qui est mis en place. Mais le problème qu'il y a souvent, c'est que c'est une référence évacuation qui va des centres de santé communautaires vers les centres de santé de référence. Donc, mais elle ne prend souvent pas en compte le domicile vers les centres de santé communautaires. C'est-à-dire qu'au niveau du district sanitaire, il y a les centres de santé de référence et puis après, il y a les centres de santé communautaires qui est vraiment la première ligne. Donc, la référence évacuation s'est faite entre les centres de santé communautaires et puis les centres de santé de référence. Mais le problème avec les nomades, c'est que cette étape, ce n'est pas elle qui pose le plus de problème. C'est du domicile vers les centres de santé communautaires. Et ça, ce n'est pas spécifique seulement aux nomades, mais en tout cas, ça se pose avec plus d'acuité parce que les distances sont grandes et l'accès à ces populations est plus important. Donc, il n'y a pas, je pense qu'il faut continuer à faire du plaidoyer pour que ces systèmes de référence évacuation puissent être davantage décentralisés pour pouvoir prendre en charge cette partie du domicile vers les centres de santé communautaires déjà. Et maintenant, pour le financement de cette référence évacuation, il y a déjà quelque chose qui est mis en place au Mali. Il y a une contribution de la mairie, par exemple, des communes. Il y a une contribution qui est du ménage. Il y a une contribution qui peut être payée par des partenaires techniques et financiers. Donc, si à travers déjà quelque chose qui existe déjà donc, au Mali, il y a des possibilités de l'adapter un peu aux réalités du terrain pour que ça puisse servir aux populations nomades, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question. Il y avait une autre main levée. Est-ce que vous souhaitez, la personne Dia Amadoun, est-ce que vous souhaitez toujours poser votre question? Oui, merci beaucoup, effectivement. Pardon? Brièvement, s'il vous plaît. OK, oui, je ne vais pas être long, oui, merci. En fait, c'était juste pour féliciter M. Mohamed Ali parce que j'ai été point focal santé numérique du Mali. J'ai coordonné les activités de télésanté et de télémédecine au niveau national pendant 8-9 ans. Et j'avoue que sa thèse a vraiment fait ressortir des éléments très, très pertinents qui sont vraiment les réalités du Mali et surtout du milieu nomade. Et l'autre commentaire, c'est que juste la santé numérique peut fortement améliorer les soins et contribuer à améliorer notre système de santé. Merci. Merci. Très gentil, très apprécié. On m'a dit ici qu'il y aurait peut-être quelqu'un, Hassaner Alimi, pardon. Hassaner Alimi. Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui, rapidement. Bonjour tout le monde et je suis contente de voir Marie-Pierre et Mohamed, en fait, qui sont des amis, des collègues. Marie-Pierre était ma directrice aussi. En fait, moi, j'ai trois points, mais rapidement. En fait, Madame Laure, tout à l'heure, a parlé du nomadisme un peu avec un ordinateur. En fait, Jacques Attali parlait du nomadisme des vainqueurs, dans le sens où
c'est tellement autonomique par rapport à l'identité nomade qui plus se base culturellement sur la complémentarité avec des éléments. Donc, si vous êtes dans le désert ou dans les montagnes, vous n'avez pas intérêt à être dépendant d'un seul élément. Sinon, vous avez très peu de chances de survivre. Pour Mohamed, je voulais poser davantage la question sur est-ce que ce genre de stratégie numérique ne vient juste rajouter encore à des programmes verticaux qui sont encore là, donc se superposer à des interventions qui sont là depuis une vingtaine d'années, donc on recommence la même chose. Deuxièmement, est-ce que ces technologies numériques, du point de vue un peu de la protection des populations, ne seraient pas probablement, c'est comme mes fameuses conséquences inattendues, un moyen pour augmenter le contrôle sur ces nomades? On connaît très bien le contexte nomade dans le nord du Mali. Et pour Marie-Pierre, en fait, l'OMS, dans sa stratégie, dans le fait, parce que l'OMS disait qu'il fallait faire évoluer la définition de la cybersanté vers la santé numérique pour mettre le trait sur la place du consommateur. Et pour moi, le mot consommateur n'était pas innocent, à mon avis. Et je veux en fait t'entendre sur la place un peu des grandes, les big tech, là, surtout avec la tendance de financiarisation de la santé numérique actuellement. Merci. Oui, ben, Mohamed, veux-tu y aller? Ou... Oui, bon, est-ce que c'est pas un programme vertical de plus? Bon, c'est une discussion, hein, ça reste, je ne sais pas qu'est-ce qui est probablement, est-ce que c'est négatif en soi? Je ne sais pas, est-ce que tu perçois les programmes verticaux comme quelque chose de péjoratif ou pas? Bon, je pense que il y a un peu, on est un peu, on n'arrive pas à trouver quelque chose pour ces nomades. Nous, on pense que quand même, ça peut être vertical, ça peut être une approche verticale. Mais moi, je ne perçois pas non plus les approches verticales comme quelque chose de toujours péjoratif. Dans certains cas, bon, c'est vrai que quand c'est mieux intégré, peut-être, ça peut apporter ça peut être durable, ça peut être apporter ça peut avoir d'autres intérêts. Mais en tout cas, je ne les perçois pas ainsi, bien que ça peut être perçu comme quelque chose de vertical. Technologie de l'information et de la communication, augmenter le contrôle des nomades, ben, je pense que c'est déjà tard. Hein. Elles sont déjà là-bas. Hein. Si ça doit augmenter le contrôle des nomades, c'est déjà fait. Maintenant, il faut peut-être les utiliser pour au moins que si ça les contrôle, en plus, ça peut les aider à avoir accès aux soins. c'est déjà quelque chose en soi. Je ne sais pas, c'est probable que ça augmente le contrôle des nomades parce qu'ils ont plus d'accès au monde, ils sont plus connectés, mais bon, à un certain moment, c'est aussi, je trouve que c'est le choix des nomades aussi. Hein. Ils sont déjà connectés. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Les téléphones sont déjà là, ils sont déjà connectés au monde et ils ont envie de se connecter au monde. Donc, il faut juste maintenant, le côté, nous, on veut utiliser quelque chose qui est déjà là pour pouvoir faciliter un peu l'accès aux soins. Voilà. Oui, ben, j'en profite pour rebondir parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Merci, Hassan, de tes questions. Puis en fait, je pense que le cadre, moi, je le vois pas trop négatif. C'est sûr que c'est préoccupant de voir, c'est ça, la place de l'industrie, le terme consommateur. Je pense que ça s'inscrit dans un mouvement quand même qui veut reconnaître la place des individus, des populations à un peu s'auto-gouverner par rapport au numérique, mais il y a toujours la crainte, là, comme tu le mentionnais, d'avoir l'industrie qui s'immisce beaucoup, le contrôle qui s'immisce beaucoup avec ces technologies. Par contre, pour contrebalancer, puis c'est peut-être aussi la force de cette stratégie, c'est qu'ils ont vraiment fait des consultations, puis il y a beaucoup de groupes de la société civile, de chercheurs, pour rappeler l'importance des conditions de donner, d'assurer la confidentialité, la protection de la donnée, éviter les gaspillages. Donc, on a les grands principes coexistent et je crois que c'est justement beaucoup de travail pour les acteurs dans le domaine de la santé numérique que le balancier ne tombe pas trop d'un côté ou de l'autre, mais c'est des réalités, il faut en être conscient tout à fait. Puis, merci.
Merci beaucoup aussi, Mohamed. Donc, Catherine, je te... Oui, on m'a dit qu'on peut continuer un petit peu si ça vous va. Il y aurait 2 petites questions. Juste pour rebondir sur consommateur, je pense que le mot, c'est peut-être aussi une question de sémantique parce que le mot utilisateur inclut aussi les gens qui donnent des soins. Donc, il y a peut-être un principe de receveur, donneur. Donc, consommateur, on se retrouve aussi plus dans celui qui en a besoin sans être dans un rôle professionnel, je le dirais comme ça. Au revoir. Donc, petite question, est-ce que vous pourriez spécifier la différence peut-être entre IL et ML? Donc, le M de mobile qui s'inclut, je crois, dans IL. Est-ce qu'un de vous deux veut peut-être un peu plus définir ces Oui, deux ben, termes? c'était une question aussi de beaucoup de sémantique, mais on a vu les termes ont évolué. Et au début, le e-health, en fait, c'est ce qu'on utilisait au Québec, on parlait de la cybersanté. Donc, c'est beaucoup du côté européen où on a tendance, puis parfois les pays d'Afrique ont adopté le pattern des Français, là, de France, pour utiliser les termes anglais, mais au Québec, on parlait de la cybersanté, e-santé parfois. Et le mHealth est apparu avec l'avènement beaucoup de la téléphonie mobile. Donc, aussi, là, dans le tournant des années, fin des années, de la première décennie des années 2000, avec l'apparition des téléphones intelligents, des smartphones. Donc, le terme mHealth est apparu, mais e-health, cybersanté inclut mHealth. Et là, on parle de santé numérique. Numérique inclut ces concepts-là de e-health, mHealth, mais en plus va inclure des aspects qui étaient traditionnellement plus liés à ce qu'on appelait les technologies bio, quasiment ingénierie biomédicale, donc intelligence artificielle, les algorithmes, plus l'informatique pure, le traitement des données, la robotique. Donc, santé numérique va être encore plus large. Merci beaucoup. Petite dernière question, je vais me permettre de lire la question de Bilkis Wissanji. Bonjour, une excellente présentation. Je me demandais quels sont les défis que vous avez rencontrés concernant les femmes présentant des complications. Je suis impliquée dans des travaux soutenant les femmes ayant été affectées par une forme d'excision et rendant possiblement un accouchement à risque. Encore merci pour vos travaux, fort intéressants. Bon, ici, on parle du recours à l'accouchement assisté. Donc, comprenez qu'un campement nomade qui est à, je sais pas, 100 km d'un centre de santé, ben, quand il y a une complication, quand la femme, par exemple, fait une dystocie ou commence à faire une hémorragie, ben, c'est assez difficile, c'est un peu laborieux, même quand on a une ambulance, c'est un peu laborieux de faire son déplacement. Donc, les défis, bon, c'est que souvent, on se rend compte que quand elle a la complication, parfois, c'est parfois un peu tard. Donc, c'est malheureux parce que si elle n'accouche pas d'elle-même, ça veut dire qu'elle va y passer. Et il y a beaucoup de femmes qui y passent malheureusement. Et donc, je pense que c'est ça. Si une femme, par exemple, a une hypertension artérielle qui n'est pas détectée à l'avance, elle fait sa complication au cours de l'accouchement, ben, elle ne va jamais être détectée parce qu'on ne saura jamais d'ailleurs pourquoi elle est décédée, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un pour prendre simplement sa tension artérielle pour pouvoir la détecter à temps, pour pouvoir l'amener dans une structure de santé avec un petit traitement de 2 euros, elle est sauvée, malheureusement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça rejoint peut-être une des questions qui a été posée par Madame Noël. Je vais me permettre d'arrêter puisque là, on va avoir dépassé de 15 minutes. Je vous invite par contre à continuer ces discussions avec nos intervenants. Je pense qu'il y a plein de points qui semblent vous intéresser et soulever de l'intérêt. Donc, gardez l'éthique allumée et communiquer entre vous suite à cet événement. C'est génial si ça peut permettre encore plus de collaboration, de questionnement et compagnie. Je vous rappelle dans mon rôle que vous allez recevoir dans les jours qui viennent un courriel avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et l'évaluation de cette dernière. Et sur ce, je vais laisser les derniers mots à Mme Marie-Pierre Gagnon avec les remerciements d'usage. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Merci beaucoup, Mohamed Ali Agagno.
Merci. Merci, c'est moi. Et alors, merci tout le monde d'avoir été présent. Je tenais à souligner, à remercier Catherine Laure pour l'excellente animation. Un merci spécial à Virginie Manus, qui est notre coordonnatrice sortante de l'axe TIC Santé. Donc, merci Virginie pour tout ce que tu as fait ces dernières années. On te souhaite bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Je remercie aussi Chantal Robillard, qui est notre directrice sortante. Donc, merci Chantal, qui était là depuis 2016. Et c'est pour vous annoncer que je reprends le relais en co-direction avec Émilie Dionne pour l'axe TIC Santé. Et il nous fera plaisir de vous offrir des webinaires sur des sujets comme ceux-là. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre notre axe, n'hésitez pas à nous contacter. On recrute des gens, on recrute des jeunes et moins jeunes qui ont des intérêts pour le numérique en santé. Et on va poursuivre cette série de webinaires. Si vous avez des suggestions également, il nous fera plaisir de les entendre. Donc, merci tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et